parce que c'est pas si simple que ça d'aller sur Mars. Là, en fait, je vais surtout traiter du programme des vols habités, pilotés sous leadership américain, même si l'Europe souhaite avoir sa place et aura sa place dans ce programme, mais il est quand même très majoritairement piloté par la NASA qui investit des budgets absolument considérables de plus de 10 milliards de dollars par an dans ce programme. Alors en fait, l'idée d'aller sur Mars est très ancienne. Elle a, comme vous le voyez, plus de 70 ans. Un dénommé Werner von Braun, que je pense vous connaissez, qui était le père des V2, mais aussi le père de la Saturne V, qui a envoyé les hommes sur la Lune avec le programme Apollo. En 52, on est 5 ans avant Sputnik, avait déjà écrit un livre, Project Mars, où il imaginait un- une mission, une flottille de vaisseaux, une dizaine de vaisseaux, 70 personnes, qui partiraient sur Mars dans les années, à l'époque, probablement les années 2000. Excusez-moi. Donc, donc c'est une idée très ancienne et qui va perdurer dans la tête des Américains, que ce soit le Congrès, la NASA ou la Maison-Blanche. Là, vous avez un peu la vision de ce qu'était un vaisseau qui devait partir vers Mars à l'époque, dans les années 50. C'était un monstre. J'ai compté sur ce schéma 77 moteurs. Alors, vous allez me dire, le Starship, aujourd'hui, on est à près d'une quarantaine. Mais enfin, c'était assez incroyable comme concept. Et en plus, la vision de Werner von Braun, c'était de se poser à l'horizontale, comme on dit, comme un avion. Simplement, on sait aujourd'hui que de toute façon, ce concept n'avait aucune chance d'aboutir puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de grand désert bien plat où on aurait pu se poser sur Mars. Donc, de toute façon, tout ça n'était pas tout à fait réaliste à l'époque. Un petit retour sur Apollo. Là, je vous présente une image de Jack Schmitt, le géologue de la mission Apollo 17, qui part au turbin, voilà, qui part travailler avec son outil et qui va rejoindre le rover lunaire. Euh, et Apollo, ça a été un programme absolument sidérant sur la rapidité. Je vous présente ici deux images en bas, une image assez symbolique. C'est Apollo 11, c'est avant même que Armstrong descende pour faire son pas historique. Le premier geste qu'il fait, c'est qu'il jette le sac poubelle parce que il n'est pas question de repartir avec des choses inutiles. Les problèmes de bilan masse pour le retour étaient extrêmement préoccupants. Je résume donc Apollo en chiffres. Un célèbre discours de Kennedy qui était en 61. 8 ans plus tard, ils sont sur la Lune. Et 3 ans plus tard, le programme est arrêté parce que ben voilà, le job a été fait. Apollo 18, 19, 20 n'ont jamais volé alors qu'ils existaient. Ils sont restés dans les musées, les fusées notamment. Le coût du programme aujourd'hui est évalué à un peu plus de 150 milliards de dollars d'aujourd'hui. Euh, vous allez voir que c'est à peu près le coût du retour sur la Lune américain. En moyenne, 2% du budget fédéral américain, 400 000 personnes impliquées, ce qui est quand même assez gigantesque, 20 000 sous-traitants, 380 kilos d'échantillons lunaires, dont aujourd'hui 90% quasiment euh, sont toujours comment dire, pristines, c'est-à-dire n'ont pas été analysés ni pollués. Parce que c'est pour les générations futures, et 12 000 publications, ce qui est beaucoup pour un programme qui n'est pas scientifique au départ, mais même il faut attendre Hubble pour avoir des niveaux de publication aussi importants. Et là, vous avez la courbe du budget de la NASA depuis les années 61 jusqu'en 2014. Et au moment où donc ce discours a lieu, le budget de la NASA représente finalement pas grand-chose. On est presque à 1% du budget fédéral et on va monter à presque à 4% et demi en 3 ans, 4 ans. Donc c'est un effort absolument gigantesque. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de tensions
aux États-Unis du fait que beaucoup d'argent allait dans le programme et pas à d'autres choses. Et depuis, le budget a beaucoup baissé et vous voyez qu'aujourd'hui, si on extrapolait aux dates 2014, le budget est toujours au niveau de 0,5% à peu près. Et, euh, et donc, le cas d'Apollo est quand même un cas assez exceptionnel. Et si on voulait refaire les choses, aujourd'hui, atteindre 4,5% du budget fédéral, c'est monter le budget de la NASA à 185 milliards, ce qui est complètement absurde. Il est à peu près de 24 milliards aujourd'hui. Alors, Apollo en deux images. À l'aller, une fusée Saturne V qui est monstrueuse, qui est gigantesque, et au retour, une malheureuse petite capsule dans laquelle il y a 3 hommes et tout le reste est perdu. Donc, le programme Apollo a eu un effet immédiat après tout début des années 70. Ça a été de dire, bon, à l'évidence, il faut maintenant être moderne et il faut faire du récupérable, du réutilisable. D'où le programme de la navette spatiale qui a été lancé dès 68 et les premiers vols datent du tout début des années 80. Il y a eu 40 ans, donc ce programme navette s'est étalé sur 4 décennies, 135 vols au total, ce qui représente 4 à 5 vols par an, ce qui est quand même assez peu. Et c'est à peu près 20 fois inférieur à aux prédictions que la NASA avait faites en proposant ce programme au Congrès, en disant que ça sera un outil extrêmement moderne, on va pouvoir lancer toutes les semaines. En fait, pas du tout, ça s'est avéré être un engin dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu 14 morts entre les échecs de 86 et 2003. En tout, c'est un programme à 170 milliards, donc c'est à peu près presque, c'est un peu, tout petit peu plus que le programme Apollo, mais c'est étalé sur 40 ans. Les dépenses annuelles étaient moindres. Alors, le coût de lancement de la navette était un peu un secret, mais on peut l'estimer autour d'1,5 milliard par an, ce qui n'est pas du tout compétitif pour des lancements de type commerciaux, bien sûr. Et en parallèle, il y a eu un deuxième engouement post-Apollo qui a été de dire il va y avoir un nouvel Eldorado du spatial après les télécoms étant le premier Eldorado du spatial qui justifie beaucoup des activités lanceurs, que ce soit Ariane, mais aussi SpaceX aujourd'hui. Et c'est la microgravité. Et la microgravité était dans les années 80, début des années 80, beaucoup de gens disaient on va fabriquer des nouveaux matériaux aux propriétés extraordinaires, on va fabriquer des nouveaux médicaments ou des semi-conducteurs, des choses comme ça, des matériaux pour les technologies d'électronique. Et donc, il va y avoir un boom considérable dans lequel le privé va investir des milliards régulièrement. Ce programme donc s'est traduit par l'ISS, International Space Station en anglais, et vous avez une image de cette station qui est donc a commencé à voler dans les années 98 et qui continuera à voler jusque vers 2030. Donc là, on est sur un programme d'un demi-siècle et qui a un coût de 150 milliards. Néanmoins, les promesses de la microgravité n'ont absolument pas été tenues. Tout est fait sur argent public. Il n'y a pas d'investissement privé sérieux pour fabriquer des matériaux en microgravité. Ça a été un fiasco total. Euh, on pourrait expliquer pourquoi. Euh, cette station spatiale qui justifie les vols habités américains, je dirais, de toute façon est vieillissante. Elle va s'arrêter. Il faut passer à la suite. Et la suite, euh, c'est la Lune pour Mars. Donc là, vous avez un petit peu l'attrait de la Lune dans les années à gauche, les années 60, c'est-à-dire la préparation d'Apollo, les missions Ranger, Lunar Surveyor, Lunar Orbiter, euh, les missions Apollo jusqu'en 72. Et puis dans la décennie 80, rien. 4 malheureuses missions dans la décennie 90, 5 dans la décennie 2000, et puis une petite remontée en 2010 et une grosse remontée aujourd'hui dans les années 2020-2030. Il y a plus d'une trentaine de missions actuellement en préparation.
et qui vient évidemment à la fois de l'attrait américain pour le retour sur la Lune, mais aussi du fait que des pays comme la Chine euh, a un fort intérêt à aller sur la Lune parce que ça permet d'apprendre les technologies de l'espace lointain. L'Inde est dans ce cas-là, l'Europe un petit peu, mais on retrouve la Corée du Sud, on retrouve le Japon également qui s'intéresse à ces programmes. Euh, Néanmoins, euh, comme c'est représenté sur ce schéma, à gauche, c'est la situation de l'homme en orbite basse dans l'ISS, et en bas à droite, vous avez l'objectif qui est d'envoyer des hommes à la surface de Mars. Et ce schéma qui sort d'un rapport de 2014 montre enfin, affirme que il n'est pas question d'aller en direct euh, de, de, de l'ISS vers la surface, c'est-à-dire de la Terre vers Mars avec une mission en direct. C'est pas crédible, c'est beaucoup trop lourd, et y compris pour les Américains. Donc, il faut définir des étapes, ce qui s'appelle Pathway aux États-Unis. Et Pathway, ça veut dire quelles vont être les étapes stratégiques pour petit à petit développer tout ce qu'il va falloir développer pour atteindre l'objectif qui est l'homme à la surface de Mars. Le résultat, c'est une des conséquences, c'est ce que je viens de dire, c'est que ce que prône la Mars Society avec Robert Zubrin euh, aux États-Unis, qui est la mission Mars Direct, c'est de dire il n'y a plus qu'à Focke, il suffit d'envoyer une première fusée avec quelques éléments automatiques, une deuxième fusée avec les hommes, et puis des véhicules automatiques, et tout va se faire très vite. Tout ça est totalement impossible. Totalement impossible. Donc, on est dans un schéma qui va passer par la Lune. La décision stratégique a été prise par la NASA. Le rapport date de 2014 et les décisions ont été prises en 2015 et renouvelées en 2017. Et la décision de la NASA, curieusement, a été l'orbite lunaire. Et cette orbite lunaire, c'est ce qui s'est appelé la Gateway. Et vous avez ici le schéma proposé qui était très ambitieux à l'époque, avec, on retrouve les partenaires traditionnels de l'ISS, c'est-à-dire bien sûr l'Europe, l'ESA est là, mais aussi le Japon, avec ce qu'il appelle la JAXA. On a la Russie et on a également le Canada. Euh, Néanmoins, assez rapidement, la Russie, en 2019, on est bien avant la guerre en Ukraine, la Russie va se retirer de ce programme, donc il n'y a aucune contribution russe actuellement dans la Gateway. Mais Trump a été élu en 2016, je crois, et Trump a dit, bon, écoutez, votre gateway, ça c'est votre affaire, mais moi ça ne m'intéresse pas. Vous connaissez la façon de fonctionner de Trump. Moi, ce que je veux, c'est des hommes sur la Lune. Et en 2024, pour la fin de mon second mandat, alors il n'a pas été élu en 2020, mais il était dans cette perspective-là. Le résultat, c'est que la NASA a été pris complètement à rebrousse-poil et a été très déstabilisée. Il fallait bien obéir à la volonté du président des États-Unis. Donc, la Gateway, qui était très ambitieuse, est devenue beaucoup moins ambitieuse. Voilà. Donc, ça, c'est le minimum pour cette station, c'est-à-dire un véhicule d'habitation, le PPE, qui est le véhicule qui va donner la puissance, et Orion, qui apporte des astronautes dans la capsule. J'ai entouré en rouge ESA, donc l'Agence spatiale européenne qui fournit les ESM, les modules de service. Euh, donc l'Europe est présente dès qu'une des hommes part vers la Lune dans la capsule Orion, il y a un ESM, et cet ESM est fourni par l'ESA. Ça veut dire que l'ESA aura très certainement, c'est même une certitude, au minimum un astronaute européen à bord de cette station, puisqu'on contribue au développement de la station. Alors, les 30 missions dont je parle, vous avez une vision un petit peu de l'époque. Bon, le transparent n'est pas tout à fait récent, mais il y a des choses qui sont maintenues. À gauche, ce sont les missions assez classiques, c'est-à-dire des missions financées par des agences spatiales,
ce qu'on appelle les missions institutionnelles. On retrouve des missions en bas, des missions russes, mais ça, il ne faut pas les prendre au sérieux. Les Russes, malheureusement, Luna 25 a échoué et, à mon avis, les Russes ne vont pas faire grand-chose vers la Lune. Par contre, vous avez Chang'e 5, mission chinoise, vous avez des missions américaines, bien sûr, indiennes. Vous voyez la liste des pays en bas à gauche. Vous remarquerez que la France n'y est pas parce que nous n'avons pas de mission réellement vers la Lune. On va contribuer sur des missions des autres. Et la partie de droite, ce sont des missions type qu'on appelle commerciales et qui sont pour beaucoup américaines, mais pas seulement. Ce sont les startups qui vont être financées partiellement sur argent public et, ça veut dire qu'une partie du financement, la startup va devoir le trouver en commercialisant par exemple l'emport d'instruments scientifiques sur la Lune. Astrobotic est une de ces startups, a affiché sur son site un coût d'emport d'1 million de dollars le kilo d'un instrument. Donc, si vous avez un instrument de 10 kilos que vous voulez l'envoyer sur la Lune, vous paierez 10 millions de dollars et Astrobotic vous l'enverra sur la Lune. Alors, donc, ça fait beaucoup de pays, ça fait beaucoup de missions. Ça, c'était un peu les projets. La réalité, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives maintenant depuis 2024 et également en 2023. Donc, le Japon a fait une tentative d'atterrissage. Ça ne s'est pas très, très bien passé. La sonde s'est retrouvée un peu la tête en bas. Et un mois plus tard, une start-up américaine a envoyé là aussi un atterrisseur Odysseus et qui lui aussi s'est posé sur le flanc en février dernier. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas si simple que ça de se poser sur la Lune et avec des start-up qui apprennent et qui n'ont pas d'expérience, ben, le taux d'échec est malheureusement assez important. Côté chinois, je ne détaillerai pas parce qu'on pourrait y consacrer un quart d'heure entier, mais il y a un programme très ambitieux des Chinois qui est tout à fait fiable et qui fonctionne bien depuis 2007. Chang'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Chang'e 6 va partir dans 2 mois, en mai 2000 de cette année. Et vous avez déjà deux rovers sur la Lune, U2 1 et U2 2, que vous voyez en bas à gauche. Le retour d'échantillons de la Lune, qui est symbolisé par ce redécollage de la Lune avec Chang'e 5 et l'arrivée de la sonde sur Terre en bas à droite. Et donc Chang'e 6 va faire la même chose en faisant un retour d'échantillons de la face cachée. Alors, Artemis, pour simplifier, au XXe siècle, le programme s'appelait Apollo. Au XXIe siècle, il s'appelle Artemis. Donc Artemis, c'est le retour de l'homme sur la Lune. Et donc, là, j'ai mis 2026 plus, le plus signifiant que le calendrier a tendance à dériver. Et donc, la NASA a lancé un appel d'offres. Il y a eu 3 réponses. Donc, Blue Origin, c'est Jeff Bezos qui a proposé ce concept d'atterrisseur lunaire. On est dans les années 2020-2021. Une société de 2500 personnes à l'époque. Une société moins connue d'Inetix a proposé un concept encore assez traditionnel, une société d'environ 2000 personnes. Euh, et SpaceX, qui est plutôt autour de 10 000 personnes, a proposé son Starship. Et à la surprise générale, on pourra expliquer pourquoi, en avril 2021, le Starship est retenu. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce que vous voyez que c'est un peu la fusée de Tintin, c'est une fusée qui fait 40 mètres de haut, qui va se poser sur la Lune. C'est un concept qui est quand même un peu préoccupant du point de vue de la stabilité à l'atterrissage. On l'a vu avec Slim et Odysseus, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors en plus, Jeff Bezos n'était pas content, donc il a fait un procès, et procès qu'il a finalement perdu. Mais depuis, Jeff Bezos a été sélectionné pour les missions suivantes. Donc, parce que la NASA n'aime pas être pieds et poings liés avec un partenaire privé. Donc maintenant, la NASA a 2 partenaires, SpaceX d'une part et Blue Origin, Bezos d'autre part. Alors, le Super Heavy, donc c'est cette fameuse fusée assez monstrueuse. C'est la plus puissante de l'histoire. Elle est presque 2 fois plus puissante que la Saturn V.
On a 29 moteurs à bord, dont 23 sur le premier étage que vous voyez ici. Et en haut, vous avez le fameux Starship, qui est ce qui, à terme, pourrait aller sur la Lune. Euh, Là, vous avez la vue arrière du premier lancement qui a eu lieu en 2000, début 2023, je crois. Vous voyez qu'il y a des points qui sont blancs, puis il y a des trous. Bon, ça veut dire qu'il y a des moteurs il y avait 6 moteurs qui étaient pas en marche. Donc le Starship n'a pas très bien fonctionné. Euh, et d'ailleurs, il a explosé euh, assez rapidement. Très récemment, il y a eu un nouveau vol du Starship. Euh, et ce nouveau vol a plutôt bien marché pour la phase ascensionnelle. Néanmoins, pour le retour, puisque c'est un lanceur réutilisable, le Starship s'est crashé, enfin les deux étages se sont crashés successivement. Un point important sur le Starship, c'est que vous l'avez ici dans ce diagramme, qui est le coût du kilo en orbite. Donc, traditionnellement, on est dans des chiffres qui oscillent autour de 10 000 $ le kilo. Si vous voulez envoyer un satellite de 1 kg, ben, ça va vous coûter 10 000 $. Avec le Starship, SpaceX annonce 100 $. Donc, c'est vraiment c'est un cost killer, comme on dit. Euh, Est-ce que ça sera vrai? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que avec SpaceX, les coûts ont effectivement baissé, alors qu'ils n'avaient pratiquement pas baissé auparavant. Alors, Bezos n'était pas content, il a fait de la propagande, mais c'est une propagande qui est un peu fausse, mais qui est assez vraie aussi. Voilà le schéma que Bezos critiquait au moment de la sélection du Starship, qui est de dire, pour envoyer un équipage sur la Lune, donc la phase qui est ici, euh, il faut au préalable envoyer un réservoir vide. Et là, il estime à 14, mais enfin le chiffre est variable. C'est peut-être 6, 8, en fait, personne ne sait très bien. Il faut envoyer peut-être une dizaine de Starship pour remplir de carburant ce réservoir. Et quand ce réservoir est enfin plein, vous envoyez le module qui va se poser sur la Lune, qui n'est pas habité d'ailleurs, et vous transférez tout le carburant. Et à ce moment-là, il a le carburant pour aller en orbite lunaire. Et ensuite, les hommes vont embarquer à bord de cette fusée qui va effectivement se poser au pôle sud de la Lune. Donc, c'est ça le schéma. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que SpaceX euh, n'arrive pas à faire voler complètement son Starship. Et pourtant, il va falloir faire des dizaines de lancements pour un lancement lunaire, ce qui paraît assez fou, quoi. Et d'ailleurs, le schéma du retour du premier étage, qu'on appelle le Super Heavy, donc c'est un étage qui fait 12 mètres de diamètre, près de 80 mètres de haut. Donc il va arriver sous rétrofusée, il va devoir se loger tout près d'une tour de lancement qui a des grosses mâchoires. Et avant même de toucher le sol, il est attrapé au vol pour être posé immédiatement sur le pas de tir pour être relancé une deuxième fois. Et donc ce schéma qui paraît assez fou, euh, eh bien, il va falloir le faire une dizaine de fois pour aller sur la Lune. Et c'est là où la fiabilité va être un paramètre extrêmement important. Alors, côté NASA, vous avez eu le premier vol d'Artemis 1. Artemis 1, c'est un vol de préparatoire, un peu l'équivalent d'un Apollo 8 ou 9, euh, qui est parti en novembre 2022 et qui est allé faire un tour derrière la Lune en automatique. Et tout s'est bien passé. Donc, la mission a duré à peu près une quinzaine de jours, est passée derrière la Lune et ensuite est revenue sur Terre. Et la capsule Orion a atterri dans sa phase terminale ici. Et ça s'est bien passé. Artemis 2 va refaire la même chose avec un équipage à bord en 2025, donc l'année prochaine. Et si tout va bien, Artemis 3, lui, se posera sur la Lune. Ça, c'est le schéma peut-être moins excessif, mais en tous les cas, on retrouve la même idée. Donc, on envoie une espèce de tanker vide et on le remplit avec une succession de lancements de Starship. Et quand il est plein, le Starship lui-même se docke
et reçoit les ergols et part en orbite lunaire. Et à ce moment-là, la NASA lance les astronautes qui vont se docker au Starship pour aller passer une semaine sur la Lune. C'est la durée de la mission. Et au retour, les hommes retourneront dans la capsule Orion et c'est la capsule Orion qui va revenir sur Terre. Ça, c'est le schéma d'une mission Artemis classique, on va dire. Donc, le Starship sur la Lune, au départ, il avait à peu près cette tête. Après quelques réflexions, il est devenu comme ça parce que la Lune, c'est pas plat. Il y a peut-être des rochers, il y a des cratères, il y a des pentes. Et je rappelle que Apollo 15 s'est posé avec une inclinaison de 12 degrés. Donc, si le Starship se pose avec 12 degrés d'inclinaison, je crois malheureusement qu'il va basculer. Donc, il y a un côté un peu préoccupant dans ce schéma. Il va falloir être extrêmement vigilant pour faire en sorte de se poser correctement. Alors, pourquoi aller au pôle Sud? Parce qu'il y a un attrait fort pour la glace d'eau qui se situe dans ces cratères en permanence dans la nuit. Il y en a 3 ici, mais il y en a d'autres autour. Ça, c'est le pôle Sud. Et donc, il y a donc de la glace d'eau. On ne sait pas combien il y en a quantitativement, mais le but, euh, c'est d'aller au pôle Sud, notamment pour essayer d'extraire cette eau. Et vous avez ici déjà une première étude de tous les endroits, les sites sur lesquels les hommes pourraient se poser. Alors, le choix final n'est pas fait, mais déjà plusieurs sites sont en cours d'études. Et vous voyez qu'on est très très près du pôle Sud qui se trouve exactement ici. Ça, c'est le cratère Shackleton, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, il y a des sites qui sont vraiment au pôle Sud, d'autres un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle des pics de lumière éternels, c'est-à-dire des endroits qui sont toujours illuminés. En pratique, c'est pas vrai, c'est pas de la lumière éternelle, mais il y a beaucoup de lumière il y a, par rapport à ces endroits très sombres. Et donc, c'est que sur ces endroits illuminés que, évidemment, on va pouvoir se poser. Alors, pourquoi l'eau est intéressante? Parce que l'eau coûte cher et que l'eau coûte cher à envoyer dans l'espace et on en a besoin. On en a besoin pour un équipage, mais on en a aussi besoin pour fabriquer éventuellement du carburant. Et là, vous avez une comparaison du coût de l'eau apportée depuis la Terre qui serait de l'ordre de 35 000 $ le kilo, c'est ce qui est montré ici. Et si on arrive à l'extraire de la Lune, dont ce n'est pas certain, mais si on y arrive, on descendrait à 500 $ le kilo. Donc, on gagnerait beaucoup d'argent, ou plutôt on économiserait de l'argent en exploitant l'eau de la Lune. Et pour en savoir plus sur ce sujet, il va falloir attendre 2025 ce rover américain qui s'appelle Viper, et ce sera la première fois qu'on ira sonder ces cratères froids dans lesquels on va essayer de quantifier l'eau, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de mesure quantitative. Si vous avez 1 litre d'eau par mètre cube, ça ne sera pas intéressant. Si on se retrouve avec 100 litres de glace d'eau par mètre cube, là, on peut imaginer il y a un processus d'exploitation de cette eau qui reste encore à définir. Alors, le schéma sur la dizaine d'années est celui-là. D'ailleurs, le Artemis 3, il est maintenant 2026, donc tout ça, c'est déjà un peu décalé. Vous voyez que l'Europe est présente sur Artemis 4 et sur Artemis 5, mais pour l'instant, c'est plutôt sur la Gateway. Si l'ESA veut avoir un astronaute à la surface de la Lune, sur Artemis 6, 7 ou 8, il faudra que l'Europe fournisse des éléments à la surface qui est en cours d'études et de préparation. Et à ce moment-là, il y aura un astronaute européen à la surface de la Lune. Alors, le but de tout ça, c'est pas la Lune, c'est la Lune pour Mars. Et l'objectif est clairement Mars depuis maintenant, comme je l'ai dit, 70 ans, mais ça a été repris dans ce rapport. Alors, une première difficulté quand on veut aller sur Mars, vous avez, et ceux qui ont vu le film Seul sur Mars comprendront ce que je vais dire, c'est qu'il y a deux séjours typiques sur Mars. Le séjour naturel, qui est le séjour de 500 jours à droite, c'est-à-dire que vous restez sur Mars un peu plus d'1 an.
Et à ce moment-là, vous avez un retour optimisé qui va durer à peu près 6 mois. Et donc, vous vous retrouvez avec un aller-retour environ 900 jours. Évidemment, c'est très long, 900 jours. Euh, et il existe un deuxième scénario qu'on appelle le scénario d'opposition, c'est les séjours courts. Donc l'aller est le même, mais le séjour ne dure qu'un mois. Et ensuite, on repart. Et là, comme le séjour, on a un faux, comment dire, le retour n'est pas optimisé, il faut passer par Vénus. Il faut faire un survol de Vénus, ça veut dire qu'on va chauffer, on va avoir un peu chaud, et on va faire un tour autour du Soleil avant de retrouver la Terre. Donc le résultat, c'est que le retour se fait en 500 jours, donc plus d'un an. Euh, et pendant longtemps, la NASA n'avait pas choisi son scénario. Et aujourd'hui, le scénario qui est retenu, c'est le séjour court. Donc, ça veut dire pas très ambitieux sur Mars et plus difficile pour les retours. Bon, ça, c'est un schéma un petit peu compliqué, mais qui vous illustre ce qu'on appelle le delta V. C'est la taille de la fusée ici, c'est la capacité de la fusée à changer de vitesse. Vous savez qu'il n'y a pas de frottement dans l'espace, donc si vous voulez freiner ou accélérer, ben, il faut allumer un moteur. Et, euh, et on a donc des schémas qui sont de 7 km par seconde pour l'orbite basse, ça c'est bien connu. Mais si on veut aller sur la Lune, on est plutôt ici. Euh, Pardon, on est ici pour la surface de la Lune, c'est-à-dire presque à 20 km par seconde. Et si on veut aller sur la surface, on est presque à 25 km par seconde. Et pour les séjours courts, c'est pire. On est entre 25 et 30 km par seconde parce que parce que le créneau n'est pas bon pour le retour, donc il faut plus d'énergie pour le retour. Et vous voyez les durées ici d'émission. Donc, la NASA a fait ce choix de faire des séjours courts. Je ne doute pas qu'il y aura au préalable ce qu'on appelle des survols de Mars, c'est-à-dire sans s'arrêter, et qui déjà est une mission qui va durer un peu plus d'un an. Alors, tout ce qui va être fait sur la Lune, les atterrisseurs lourds, la Gateway également, les modules pressurisés habités, des modules non habités, tout ça, c'est pour préparer ce qu'on mettra sur Mars plus tard. Donc, on retrouvera des rovers pressurisés, on va retrouver un véhicule de transport extrêmement lourd pour amener les astronautes et les ramener sur Terre, et donc qui sera dérivé de la Gateway. Des systèmes d'énergie à base de réacteurs nucléaires qui auront été testés sur la Lune ici. Et voilà, et j'en passe et des meilleurs. Et donc, c'est ça, la stratégie américaine, c'est de développer ces technologies en les mettant en les qualifiant sur la Lune pour ensuite pouvoir les envoyer sur Mars dans un deuxième temps, à partir des années 2030, disons. Alors, pour aller sur Mars, bah, c'est plus compliqué, c'est plus loin, c'est plus long et c'est plus cher. Donc, il y a beaucoup de sujets. Je vais juste en traiter quelques-uns rapidement. Le premier sujet, c'est le véhicule de transport, qui est un véhicule qui sera peut-être 300 tonnes, 400 tonnes, qui est extrêmement important. Euh, et on a besoin de beaucoup d'ergols pour le retour. Et donc, jusqu'à maintenant, toutes ces fusées utilisent ce qu'on appelle des ergols cryogéniques. Or, ce véhicule va attendre plus d'un an en orbite martienne et vos ergols cryogéniques qui sont ici, ils vont s'évaporer et donc c'est inutilisable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser d'ergols cryogéniques qui sont malheureusement les plus intéressants. Et donc, l'alternative, pourrait être le nucléaire. Et le nucléaire pour envoyer l'équipage ou pour envoyer le fret. Pour le fret, ça serait plutôt la propulsion nucléaire électrique, qui est une propulsion à faible poussée, mais extrêmement performant, 10 fois, 20 fois plus efficace que le chimique. Mais ça serait long pour envoyer des hommes, donc on ne l'utilisera pas. Si on veut envoyer des hommes rapidement sur Mars, on passe en nucléaire thermique. C'est un démonstrateur qui s'appelle Draco qui est en préparation et qui devrait faire un test en vol d'ici 3 ans. Euh, et on est à peu près 3 fois plus efficace qu'en chimique. Donc avec la production nucléaire, on peut espérer aller sur Mars en 3-4 mois, alors qu'en chimique, on est plutôt à 6-7 mois. Pour l'énergie en surface, il faudra aussi des petits réacteurs nucléaires,
Donc, vous avez de la R&D en ce moment sur des petits réacteurs. Euh, euh, sur Mars, par exemple, les panneaux solaires ne sont pas utilisables parce que vous avez de la poussière, donc il faudra des petits réacteurs typiquement de 50 kilowatts ou 100 kilowatts pour vivre sur la planète. Après, l'un des aspects les plus difficiles, ça, c'est de se poser sur Mars. Et vous avez deux concepts fondamentalement qui sont en compétition. En bas, ben, c'est le concept Starship, c'est-à-dire qu'on se pose un petit peu comme la navette spatiale à l'époque. On freine dans l'atmosphère avec les ailes du Starship qui est là. Et ensuite, au dernier moment, le Starship se redresse et se pose à la verticale. Donc ça, c'est ce que SpaceX veut développer. Boeing et les industriels plus classiques aux États-Unis regardent un schéma alternatif qui est peut-être moins innovant, peut-être plus simple, qui est d'utiliser un bouclier gonflable, c'est-à-dire un très très grand bouclier pour freiner sur les hautes couches de l'atmosphère de Mars, qui sont très peu denses, donc il faut un grand bouclier, et ensuite on se pose assez traditionnellement avec des rétrofusées. Mais c'est certainement l'engin le plus difficile à développer. Donc le rapport de 2014 donnait plutôt 2060 pour réaliser cet engin. Là, vous avez une vision de ce que pourrait être un engin habité qui se pose sur Mars. Vous voyez que c'est pas une petite chose, c'est plutôt un engin extrêmement massif. Et, et ce qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle, c'est celui qui redécolle. Donc là, il s'est posé et le principe, c'est que l'étage supérieur, lui, repart pour envoyer les hommes en orbite basse. Et toute la question, c'est de savoir si ce MAV, le Mars Ascent Vehicle, va être plein d'ergols ou vide d'ergols. Or, vous savez qu'une fusée, 90% de sa masse est constituée d'ergols, donc de carburant. Et il serait énormément plus simple de poser le MAV vide d'ergol, dans tous les cas à l'étage supérieur, et de faire le plein sur Mars. Et faire le plein, ça veut dire fabriquer du carburant à partir du CO2 de l'atmosphère et à partir de l'eau, de la glace d'eau. Donc là, vous avez un schéma un peu compliqué qui vous dit simplement que pour envoyer 1 kilo de carburant sur Mars, il faut, depuis la Terre, finalement, envoyer vers Mars une masse équivalente à 225 kilos. Donc, vous voyez que ça coûte très cher d'envoyer du carburant. Donc, il y a un intérêt très fort à essayer de le fabriquer sur Mars, notamment pour ce véhicule qui doit redécoller. Et là, vous avez des tableaux qui vous montrent l'intérêt de la chose. Donc, soit vous prenez plein, vous avez beaucoup d'ergols et vous vous retrouvez avec 30 tonnes à poser et à faire redécoller. Et soit vous fabriquez ce qu'on appelle l'ISRU, c'est-à-dire in situ ressources utilisation. Vous allez fabriquer sur place l'oxygène liquide et le méthane liquide. Et à ce moment-là, vous avez à poser sur Mars l'équivalent non plus de 30 tonnes, mais de simplement 3 tonnes. Et vous allez fabriquer ça. Il faut prouver la faisabilité de cette démarche. Actuellement, il y a eu une petite expérience qui a validé le concept de fabriquer de l'oxygène à partir du CO2. C'est à bord de Persévérance, ça s'appelle MOXIE. Donc, à petite échelle, ça marche. Il faudra une autre validation, notamment l'exploitation de l'eau, pour qu'avec CO2 et H2O, on fabrique le méthane CH4. Et ça, ce n'est pas encore démontré. Alors, sur ce schéma très compliqué, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une base martienne pendant 500 jours avec 4 personnes, eh bien, il va falloir trouver quelque part 68 tonnes d'eau pour tout ce qui est nécessaire pour l'équipage, que ce soit pour se nourrir, pour boire, pour prendre sa douche, pour faire pousser les plantes, mais aussi pour fabriquer du carburant. Donc 68 tonnes d'eau, ça nécessite de l'extraire, si c'est possible, de la surface de Mars. Et aujourd'hui, on est incapable de dire si on saura le faire tant qu'on n'a pas fait des essais sur Mars. Un mot sur les radiations. Alors les radiations, c'est un problème un peu compliqué. Il y a plusieurs types de radiations. Il y a les éruptions solaires. Et là, je vous montre les missions Apollo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
les missions Apollo et les éruptions solaires qui ont eu lieu pendant cette période. Ce sont les traits bleus, et notamment cette éruption-là, qui a eu lieu entre Apollo 16 et Apollo 17. S'il y avait des hommes sur la Lune pendant cette éruption solaire, ils seraient morts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu une roulette russe avec les radiations. Quand vous avez des éruptions solaires, nous, sur Terre, on est protégés. Et on est protégé par la magnétosphère, et ça fait des magnifiques aurores boréales. Mais si vous êtes sur la Lune, vous n'êtes pas protégé. Et donc, il y a quand même une roulette russe, mais la probabilité est assez faible. On va dire ça comme ça. Néanmoins, ils vont prendre des doses de radiation importantes. Alors, la NASA a changé un peu ses règles du jeu. Je l'avais même anticipé moi-même, mais ça a été fait en 2021. Donc, ils sont passés à une dose maximum de. Alors, l'unité, c'est le millisievert, donc on est à 600. À noter que l'Europe est à 1000, les Canadiens sont à 1000. Donc, la NASA est plutôt conservatif. Et il n'y a plus d'âge de sexe et de fonction de l'âge. Alors qu'auparavant, il y en avait, c'est-à-dire que les femmes étaient. Enfin, les femmes étant plus sensibles que les hommes aux radiations, ça va poser un problème. Mais pour l'instant, la NASA considère qu'il n'y a pas d'effet de sexe. À noter que pour Mars, donc on est à 1000 millisieverts en moyenne. Ça veut dire que c'est à peu près compatible de la réglementation. Il y aura ce qui s'appelle des individual waivers, c'est-à-dire en fait des dérogations. Donc en gros, c'est possible. Ils ne vont pas mourir, ils seront peut-être un peu plus malades 20 ans après la mission, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un showstopper en anglais. Ce n'est pas ça qui va empêcher la mission de se faire. Alors en juin 2022, la NASA a présenté un concept que j'ai appelé minimal pour l'homme sur Mars. Et en fait, il n'y a plus de base martienne, il n'y a plus rien, il y a juste l'envoi donc à gauche d'un cargo avec 25 tonnes de carburant. Donc ça, c'est le module de gauche et son petit rover de transport. Euh, En numéro 2, vous allez envoyer ce que j'appelle le MAV, c'est-à-dire le véhicule de remontée. Mais évidemment, il est vide de carburant, et l'idée, c'est que le carburant va passer d'ici à là avec ce petit rover. Et ensuite, vous envoyez l'équipage, peut-être 2, 3 personnes, pas plus, et le véhicule d'habitation sera ce rover pressurisé. Finalement, ils vivront dans leur voiture pour un séjour court, typiquement un mois. Et ensuite, on remonte, on décolle avec ce MAV, on rejoint un véhicule nucléaire en orbite martienne et on revient sur Terre. Donc, c'est aujourd'hui comme ça que la NASA compte faire le schéma minimal. Après, ça veut dire qu'il n'y a pas de fabrication de carburant sur Mars, rien de tout ça. Voilà, c'est une baseline, comme on dit. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est certainement le schéma le plus simple aujourd'hui pour faire cette mission. Alors, avant que vous me posiez la question de pourquoi et à quoi ça sert, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Quel est l'intérêt d'envoyer des hommes sur Mars, et des hommes et des femmes, bien sûr? Est-ce qu'il y a du business à se faire? Est-ce qu'il y a un impact économique positif? La réponse est totalement non. Il n'y a pas de business, il n'y a rien à gagner, il y a beaucoup d'argent à dépenser. Est-ce qu'il y a un intérêt technologique? Oui, ça développe des technologies, mais en dépensant là aussi beaucoup, beaucoup d'argent. On pourrait développer ces technologies à moins cher. Est-ce que ça a un intérêt pour la sécurité nationale? La réponse est clairement non. Il n'y a aucun intérêt militaire dans cette affaire. Alors, stature internationale et soft power, alors là, oui, certainement. Euh, et notamment le fait d'attirer les partenaires traditionnels, notamment l'Europe, dans le programme. Ça permet voilà, d'agréger des partenaires, et donc les partenaires ne feront pas autre chose quand ils enverront des hommes dans l'espace, ben, ils seront dans le programme américain. Donc c'est réellement du soft power, et évidemment c'est un programme très diplomatique pour l'Europe, le Canada et également le Japon. Pour l'aspect éducation, inspiration, c'est un thème très important aux États-Unis. Certainement, oui, ça a été un argument très fort du programme Apollo, qui a énormément développé les thèses en physique et dans ce qu'on appelle la rocket science. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu fabriquer des fusées. Bon. Après, est-ce que c'est plus efficace d'envoyer des hommes que le robot?
Là, il y a tout un débat là-dessus. On pourra en parler si vous me posez la question. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'homme va plus vite que le robot, mais qu'est-ce que fera le robot en 2050 avec l'intelligence artificielle et autres? Peut-être que lui-même va commencer à pouvoir aller relativement vite. Donc, c'est pas un argument extrêmement fort. L'argument qu'on va sur Mars parce que la Terre va être invivable, c'est l'argument d'Elon Musk. C'est évidemment pas du tout un argument défendu ni par la NASA, ni par l'Agence spatiale européenne ou le CNES. On fait de l'exploration, on ne fait pas de la colonisation pour fuir la Terre, bien sûr. Après, destin de l'humanité, ben, certes, oui, l'homme n'est pas voué à rester dans son berceau, comme disait Tsiolkovsky. Donc, c'est l'exploration à des fins de connaissances, voilà, de connaissances. Et donc, un peu comme on a exploré la planète Terre avec Christophe Colomb ou autre, là, on explore la planète Mars. Alors, il y a un argument qui n'est pas donné dans le rapport, mais qui est quand même assez fondamental, c'est que le programme Apollo a hypertrophié ce qu'on appelle le programme des vols habités aux États-Unis, à la NASA. Euh, C'est-à-dire que le budget américain de la NASA est pour moitié pour les vols habités, pour moitié pour tout le reste. Il y a à peu près 10 milliards par an qui sont consacrés aux vols habités depuis le programme Apollo. C'est unique au monde. C'est donc totalement hypertrophié, alors que l'Agence spatiale européenne ne consacre que 10% de son budget aux vols habités. Et quand vous êtes à un niveau de budget aussi faramineux, donc 10 milliards par an, ça crée beaucoup d'emplois, ça crée beaucoup de contrats dans l'industrie. Évidemment, vous avez un puissant lobbying qui sont les industriels, mais aussi les États qui possèdent des infrastructures spatiales, je pense à la Floride, mais aussi le Texas avec Houston et autres. Tous ces congressmen ont des intérêts à maintenir ce secteur d'activité qui emploie 70 000 personnes. Donc, il faut coûte que coûte maintenir ces niveaux de 10 milliards par an. Et Mars, c'est l'objectif idéal pour ça, parce que bah, il est à très long terme. Donc, c'est 10 milliards par an tous les ans pendant très longtemps. Donc, ça fait beaucoup d'argent pour l'industrie. Et, euh, et avec un objectif qui donne une vision. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental aux États-Unis. Si vous n'avez pas de vision, en gros, vous êtes mort. Si on dit de la NASA qu'elle n'a aucune vision, elle va être très critiquée. Là, la NASA dit, moi j'ai une vision à long terme, je veux envoyer des hommes sur Mars, et donc ça lui donne une justification de toutes ses activités aujourd'hui. Dire, tout ce que je fais maintenant, c'est pour préparer cette vision à long terme. Voilà, donc c'est un programme qui semble impossible, pourtant il est en préparation, et ce sera certainement le programme emblématique du XXIe siècle, au même titre qu'Apollo fut le programme spatial emblématique du XXe siècle. Voilà. Et maintenant, si vous voulez plus de détails sur, donc, comme ça a été annoncé, j'avais écrit ce petit bouquin qui détaille un petit peu ce genre de choses. Merci à vous. Merci Monsieur Rocard pour votre présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, directement dans Teams. Alors, vous parliez d'un alunissage de Starship sur la Lune avec le risque suivant la surface. Ce risque n'est-il pas encore plus grand avec la poussée des tuyères à l'atterrissage sur la surface qui risque de propulser des roches et de creuser la surface? Alors, je dirais Apollo s'est déjà posé sur la Lune. Euh, il y a un site internet qui est un site complotiste qui dit que personne n'est jamais allé sur la Lune et qui met cet argument en avant, disant qu'il n'y a pas de cratère sous le LEM, donc ça prouve que tout ça est faux. Ben non, ça prouve simplement que ça creuse pas tant que ça. D'abord parce que le principe, quand vous posez une fusée qui atterrit, effectivement, dès qu'elle touche le sol, il faut immédiatement couper les moteurs. Le risque, c'est le rebond, et là, c'est une catastrophe parce que vous allez évidemment partir cul par-dessus tête. Donc, oui, il va y avoir un peu de projection. La Lune, c'est beaucoup du régolithe, c'est-à-dire c'est beaucoup une espèce de poussière ça va créer un nuage de poussière. Et puis ensuite, comme sur Apollo, le nuage va se dissiper et puis, euh, et puis la mission pourra continuer. Merci.
Pouvez-vous rappeler l'intérêt des vols vers la Lune puisque les vols vers Mars vont directement de la Terre à Mars? En gros, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, hein. Visiblement, je n'ai pas été bien compris. Le principe d'Artémis, c'est la Lune pour Mars. C'est-à-dire qu'avec, comme on n'est pas capable de refabriquer une Saturne V ou refabriquer un LEM qui a été fait il, y a, il y a 50 ans, il faut refabriquer une fusée qui s'appelle le SLS, refabriquer une capsule habitée qui s'appelle la capsule Orion. Il faut refabriquer un engin qui doit se poser sur la Lune, qui est donc le Starship maintenant. Et puis, on va refabriquer un rover pour se mouvoir sur la Lune, etc. etc. Donc, tout ça, mis bout à bout, sera validé sur la Lune. Et ensuite, on pourra commencer dans les années 2030 à envoyer des véhicules vers Mars pour très lentement, parce que c'est long d'aller sur Mars, hein, donc les séquences vont durer une décennie ou deux, très lentement, de commencer par faire des missions qui vont survoler Mars, puis des missions qui vont se mettre en orbite autour de Mars sans se poser et revenir, et puis et ensuite des missions qui vont effectivement se poser sur Mars. Et pour cela, il faudra avoir là aussi des engins très massifs qui vont se poser et qui auront été pour beaucoup fabriqués et étudiés dans le cadre du programme Artemis. Merci. Nous avons une remarque d'un auditeur. Je m'étonne du développement autour des voitures autonomes et finalement tellement peu pour l'exploration spatiale, donc y compris Mars. Pourtant, des essaims de sondes autonomes nous en apprendraient sans doute davantage, y compris en cas de perte de quelques unités. Oui, non, mais tout à fait. Moi, comment dire, euh, moi, mon travail, consiste à, à contribuer à des missions automatiques sur Mars, que ce soit Curiosity ou Perseverance en ce moment, et avant Mars Express ou TGO. Et tout ça, ce sont des sondes, ce sont des orbiteurs ou des rovers, et c'est comme ça qu'on fait la science. Euh, Encore une fois, c'est pas moi qui décide d'aller sur Mars avec des hommes, c'est une décision américaine. À tort ou à raison, j'en sais rien. C'est leur choix. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi ils font ce choix. C'est certainement pas pour la science. C'est pas avec l'homme sur Mars qu'on va étudier de savoir si la vie est apparue sur Mars. Je pense que ça, on le fera notamment avec un retour d'échantillons martiens qui sera complètement automatique. Donc, au même titre qu'Apollo était une compétition Est-Ouest pour montrer, en gros, est-ce que c'est l'Occident ou est-ce que c'est le monde soviétique qui est le plus qualifié sur le plan technologique, eh bien, au XXIe siècle, il y a une volonté d'aller plus loin, euh, puisqu'on est resté une trentaine d'années en orbite basse dans l'ISS. La Lune, on y est déjà allé. Donc derrière, c'est une évidence, c'est Mars. Et la justification n'est pas scientifique. On va continuer à étudier Mars avec nos missions scientifiques et on va continuer, notamment cette mission Retour l'échantillon, qui a d'ailleurs pas mal de soucis à se faire en ce moment. J'espère bien qu'elle aura lieu dans les années 2030. La Lune étant importante pour la Terre, n'allons-nous pas impacter ce satellite? Impacté, c'est-à-dire l'endommager ou le. Alors, le problème à trois corps, hein, c'est pas le sujet, hein. Pour ceux qui regardent la série, c'est pas exactement le sujet. La Lune ne va pas nous tomber dessus, c'est certain. Euh, Après, quand on pense à faire de l'extraction minière, notamment d'hélium-3 sur la Lune, dans des perspectives, je dirais, au-delà de 2050, hein, c'est pas pour tout de suite, mais là on peut commencer à se préoccuper de l'environnement lunaire et avec ces énormes mines d'extraction à ciel ouvert que ça va représenter, on va un peu saloper la Lune, dans tous les cas, localement. La question est de s'assurer qu'on ne va pas la polluer globalement. Donc, il y a quand même quelques inquiétudes pour ça. Mais une mission qui va se poser au pôle Sud, comme Artemis 3, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il n'y aura pas d'effet
d'effet de pollution globale. La seule chose qui va être affectée, c'est le site d'atterrissage sur un rayon de, disons, d'1 kilomètre. Au-delà, il ne se passera rien. Merci beaucoup. Connaît-on en théorie une cartographie de Mars, avec des images, de tout Mars? Oui, 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 on a cartographié tout Mars, pas presque tout, dès 71 avec Mariner 9, avec des résolutions kilométriques. Ensuite, ça a été refait globalement avec Viking en 76. Donc, on a une carte, on a des planisphères, on a des. J'en ai pas une à vous montrer là parce que ben, voilà, j'en ai pas, mais ça existe. Et alors aujourd'hui, on a une cartographie typiquement à l'échelle de 100 mètres, mais on a beaucoup d'images à l'échelle de. Il y a une superbe caméra américaine qui s'appelle IRIS qui, qui a une résolution de 30 centimètres. Donc, on a sur des sites extrêmement de quelques kilomètres sur quelques kilomètres, on a des images à 30 centimètres de résolution qui sont assez fascinantes et qui ressemblent pas beaucoup au Mars que l'on voit souvent. Parce que justement on est à très haute résolution et que le paysage est très différent à cette échelle-là. Merci. L'ESA va-t-elle laisser tomber la mission ExoMars? Je ne crois pas. C'est un peu le cauchemar cette mission, hein, il faut bien dire. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais aujourd'hui, l'ESA se retourne, puisqu'elle l'avait fait une première fois avant d'aller voir les Russes. Donc maintenant, elle se retourne vers les Américains pour les aider et aider l'ESA à réaliser ExoMars. En gros, on a le rover, ça, il est là, mais on n'a pas l'atterrisseur qui se pose sur Mars. On n'a pas la technologie des rétrofusées pour cet atterrisseur, donc on a besoin que les Américains la fournissent. On n'a pas les RHU, les chaufferettes au plutonium qui, pour des raisons de température, sont nécessaires. Et en plus, si les Américains voulaient bien nous offrir la fusée pour aller sur Mars, ça serait encore mieux. Donc, il y a une contribution de 500 millions de dollars des États-Unis là-dessus, et on attend une confirmation, on espère avant cet été, que les Américains vont s'engager à fournir tout ce qui est prévu aujourd'hui. Merci. Pour une mission sur Mars, faudra-t-il des vols non habités pour le transport de marchandises afin d'assurer un séjour sur Mars? Quelles seraient les missions premières? Et qui va assurer la fabrication de carburant pour le retour? L'humain ou les robots? Alors, comme je l'ai montré dans mes dernières slides, dans le schéma minimaliste, on voit qu'il y a un, un vaisseau de carburant qui se pose et puis le MAV qui se pose également avant même que les hommes n'arrivent. Donc ça veut dire que ces deux missions automatiques seront lancées dans le créneau martien. Vous savez que les créneaux sont tous les 2 ans pour lancer vers Mars. Donc vont être lancés dans le créneau martien ou les créneaux martiens qui précèdent. Donc 2 ans, voire 4 ans avant, on va envoyer les ergols et le MAV et si tout fonctionne bien, ensuite on envoie les hommes. Je pense que ça sera la stratégie, bien sûr. L'autre partie de la question, c'était C'était, qui va assurer la fabrication de carburant pour le retour? bah, L'humain ou les euh, robots? je pense on peut concevoir un schéma automatisé je ne pense pas que l'homme soit absolument indispensable. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus. Où est-ce qu'on va récupérer cette eau? C'est-à-dire que l'eau existe sur Mars, soit dans des roches sédimentaires de type sulfate et argile, euh, soit dans des glaciers qui sont malheureusement enterrés. Et quand je dis enterré, ça veut dire sous 10 mètres de conglomérat de poussière. Et donc, c'est malheureusement les glaciers sont assez profonds. Donc, aujourd'hui, les études montrent qu'on va plutôt s'intéresser à du sulfate, des roches sédimentaires en surface, plutôt de type sulfate. Et il suffirait de gratter ces roches qui ne sont pas extrêmement dures
de les chauffer et à des températures qui ne sont pas d'ailleurs extrêmement. Je pense qu'à 300 degrés, peut-être 400 degrés, on extrait l'eau et ensuite on la purifie. Et voilà, donc on pourrait imaginer un processus automatique de ce type. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas encore en préparation, ça. Merci. Pourquoi, comme dans les séries et films SF, ne pense-t-on pas à dormir les spationautes et astronautes pour les longues distances à parcourir, pardon, vers Mars et autres planètes? Alors, il y a des études euh, qui s'apparentent un peu à une hibernation. Euh, c'est pas si simple que ça. En tous les cas, on ne peut pas vous congeler, ça c'est sûr. Euh, mais vous faire dormir parce que le temps va être long, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, c'est 6 mois pour y aller. Et en plus, si le retour va durer 1 an et demi, le retour est en général plus pénible que l'aller, hein. C'est comme en montagne. Quand vous avez un objectif à atteindre, vous êtes motivé. Donc l'aller est très stimulant. Le retour l'est beaucoup moins. Donc, oui, il y a probablement l'idée serait peut-être de faire dormir l'équipage une partie du temps pour que finalement le temps passe plus vite. Mais voilà, après, je n'ai pas de détails sur ce qui sera fait ou dans ce domaine. Il y a des études aux États-Unis là-dessus. En Europe, je ne crois pas d'ailleurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous avez parlé de l'eau indispensable pour l'homme. Qu'en est-il de la nourriture et des soins éventuels durant cette période de déplacement dans l'espace? Alors, les soins éventuels, bah, il faudra un médecin. Et comme le médecin risque d'être malade, bah, il faudra 2 médecins. Voilà. Bon, ça, c'est la réponse rapide, parce que si un médecin est malade, c'est l'autre qui va le soigner. Donc ça, il y aura certainement une qualification médicale, plus pas mal d'interventions à distance. Bon, les interventions à distance, c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne peut pas téléopérer du fait du temps de propagation qui peuvent atteindre 20 minutes. Donc, vous imaginez que on ne peut pas faire des opérations chirurgicales à distance comme ça. Euh, Après, il y aura des médicaments, il y aura des choses comme ça. Donc, là-dessus, et puis on va trier les astronautes pour être sûr que, d'abord, on les opère systématiquement de l'appendicite de façon préventive. Je crois que si vous avez une carie, ben, vous ne pouvez pas y aller. Donc, déjà, il faut avoir les dents parfaites, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de critères pour sélectionner les astronautes. Quant à la nourriture, alors ça, c'est une vraie question qui est pas très simple. Euh, oui, il va falloir emmener des graines et faire des cultures, notamment pour les légumes. Bon, pour les pommes, j'y crois pas parce que, évidemment, un pommier, ça ne donne pas des pommes avant 2, 3 ans. Donc, par contre, on pourrait imaginer des fraises, on pourrait imaginer certainement des petits pois, des salades. Donc, tout ça a déjà volé, on a déjà fait pousser des salades dans l'ISS. Je dirais que ça fait 50 ans qu'on fait pousser des plantes dans l'espace. Ça pousse. Euh, j'ai néanmoins lu une étude récemment qui montre que ces plantes seraient peut-être pas si, comment dire, un peu toxiques. Alors pourquoi? J'ai un peu oublié. Je crois que c'est le fait d'être dans un environnement clos qui fait que les plantes vont capturer des toxines, des produits pas très sympathiques. Donc là, il y a un aspect qui peut être un peu préoccupant. Enfin, c'est une étude assez récente que j'ai vue à ce sujet. En tous les cas, ce qui est relativement sûr, c'est qu'il faudra faire des cultures. Ça sera des cultures hors sol, sur des sites artificiels. Dans Sol sur Mars, où on voit qu'il fait ses cultures dans le sol martien, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, le sol martien est en plus extrêmement oxydant, donc c'est pas propre aux cultures. Mais on sait faire cultiver des pommes de terre hors sol sur des substrats synthétiques et on met tout ce qu'il faut pour faire pousser les pommes de terre et on met des lampes à UV pour accélérer les processus. Donc tout ça est étudié depuis 50 ans. Aujourd'hui, par contre, je ne peux pas vous dire combien de modules seraient nécessaires rien que pour avoir les serres pour faire les cultures. C'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment bien quantifié. Merci beaucoup. Il y a une question aussi à propos de allez-vous continuer avec Roscosmos?
Roscosmos. Ouais, pardon. Roscosmos, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'agence spatiale russe. Eh bien, non, on ne continue pas. D'ailleurs, on a arrêté. On a tout arrêté avec les Russes depuis le printemps 2022. On n'avait plus grand-chose hein, dans le domaine qui est le mien, qui est la planétologie. On avait juste une expérience franco-russe sur une mission indienne qu'on a arrêtée. Euh, voilà. Donc, déjà, les Russes ne faisaient plus grand-chose en planétologie. Donc, de toute façon, rien n'était très crédible dans ce domaine. Donc, on était déjà à des niveaux très bas. Et puis, de très bas, on est arrivé à zéro, quoi. Dans une fusée d'aujourd'hui, y a-t-il plus d'informatique que d'électronique? Et que devient le projet Ariane 6? Alors, je crois qu'il y a de plus en plus d'informatique. En tous les cas, il y a beaucoup d'électronique, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'informatique. Il y a beaucoup de logiciels bord qui sont assez sophistiqués. Euh, tout ce qui est contrôle d'attitude, tout ce qui est ce qu'on appelle le GNC, c'est Guidance Navigation and Control, notamment pour des véhicules qui se posent sur la Lune. On l'a vu avec Slim et Odysseus. C'est pas si simple que ça. Donc là, il y a des calculateurs qui doivent et donc des logiciels bord qui sont extrêmement sophistiqués. Euh, voilà, donc ça sera de plus en plus présent. Et l'intelligence artificielle aussi sera de plus en plus utilisée. Alors, quant à Ariane 6, là, le Ariane 6 est toujours prévu pour probablement juin-juillet de cette année. Donc, on attend avec impatience le premier lancement Ariane 6 qui a pris du retard. On est effectivement dans une situation assez préoccupante puisque les Américains ont envoyé, surtout SpaceX, rien que SpaceX, 103 fusées l'année dernière, l'Europe 3. Donc évidemment, c'est une préoccupation. Merci pour votre réponse claire. La construction des stations lunaires par des entreprises privées, construites à la façon des imprimantes 3D sur place, font-elles partie des projets réalistes pour maintenir l'homme sur des missions de longue durée sur la Lune, vis-à-vis de l'ESA ou de la NASA? Alors, les imprimantes 3D, il y a des études côté, côté ESA, côté NASA. L'idée étant, euh, si on fait une base lunaire, si on fait une base lunaire, euh, pourquoi je dis ça? Parce que, souvenez-vous, Apollo, il n'y avait pas de base lunaire, hein. Apollo, on se pose, on fait 3 petits tours, et puis on repart, et puis on n'y revient pas. Il n'y a pas de base lunaire. Mais s'il y a le concept d'une base lunaire habitée qui apparaît, il serait intéressant de l'isoler thermiquement, puisque les problèmes thermiques sont très, très difficiles sur la Lune. Il fait très froid la nuit, et la nuit dure 2 semaines, et il fait très chaud le jour, et le jour dure 2 semaines aussi. Donc, isolé thermiquement, on pourrait le faire avec du régolithe, et donc sur les modules, avec une imprimante 3D, qui serait une espèce de gros robot, on déposerait une couche protectrice qui serait fabriquée avec le régolithe et une espèce de colle, euh, et on mettrait ça par-dessus le module, voilà, le module d'habitation. Ça permettrait aussi de protéger contre les radiations, puisque sur la Lune, il n'y a pas de magnétosphère, donc on prend les radiations de plein fouet. Et donc, si on peut en plus se protéger des radiations, ben c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant, privé, pas privé, euh, l'ESA passe des contrats à des sociétés privées. L'ESA fonctionne en sous-traitance. Voilà, c'est évidemment les industriels qui fabriquent ces imprimantes 3D. Mais on n'est pas dans un schéma privé-privé, on est dans un schéma assez classique où l'industriel fabrique ce qu'on lui demande de faire et il est payé pour ça. Connaîtrons un jour mieux Mars et la Lune que nos océans et mers de la Terre? Et si oui, pourquoi selon vous? Bah, beaucoup de gens disent qu'on connaît mieux Mars et la Lune aujourd'hui que le fond des océans. Le fond des océans est très mal connu sur Terre. Il y a eu très très peu d'exploration en grande profondeur, euh, alors qu'on a envoyé
on a envoyé sur la Lune, bah, vous avez vu, il y avait 120 missions, dont pratiquement une centaine de missions sont parties vers la Lune. Il y a eu pas mal d'échecs. Et sur Mars, on a dépassé la cinquantaine. Donc, on commence à avoir beaucoup de missions qui ont étudié Mars et également la Lune. Donc, on a des cartographies globales, y compris de la Lune. On a des images à haute résolution, etc., etc. Donc, on commence à connaître assez bien la surface, la topographie, le relief, les, euh, les cratères, les continents, etc., etc. Merci. 2040 pour les Chinois, 2060 pour les Occidentaux. Un amarrissage avec des humains, est-ce réaliste? Alors, euh, 2040 pour les Chinois, on verra. Pour l'instant, les Chinois, ils se fixent plutôt les années 2030 pour le taïkonaute sur la Lune. Et d'ailleurs, à court terme, les Américains ont encore un peu d'avance, mais l'avance américaine se rétrécit comme peau de chagrin au fur et à mesure où Artemis 3 recule. Aujourd'hui, c'est 2026, et si les Chinois annoncent 2029-2030, vous voyez que le décalage n'est que de 2-3 ans. Quant à envoyer des Chinois sur Mars, euh, ben là, j'attends de voir. Je pense que les Chinois parleront de Mars quand ils se seront confrontés à une mission de mettre un taïkonaute sur la Lune. Et, euh, et aujourd'hui, les Américains ont quand même une avance considérable dans beaucoup de domaines. Alors, c'est vrai que les Chinois vont très vite, mais je voudrais quand même vous rappeler que la Chine, au XXe siècle, dans le domaine de l'exploration planétaire, c'est-à-dire envoyer des satellites au-delà de l'orbite de la Terre, ils n'avaient rien fait, zéro, rien. Donc, ils ont commencé au XXIe siècle avec le programme Chang'e. Donc, ils partent de loin, ils ont un retard important, mais ils vont très vite. Donc, aujourd'hui, le programme Chang'e va très vite, marche plutôt très bien. Et maintenant, ils vont se confronter aux difficultés qui existent quand vous vous attaquez à des choses beaucoup plus ambitieuses. Apollo, à l'époque, était extrêmement ambitieux. Là, les Chinois, c'est comme s'ils se lançaient dans Apollo, quoi. Et, eh ben, c'est pas gagné, on verra. Merci beaucoup. Est-ce que le tourisme spatial est vraiment envisageable? Est-il déjà exploité par des startups? Quel intérêt? Uniquement commercial? Bah, le tourisme spatial, vous en avez un peu à tous les niveaux. Euh, pour tout ce qui est, euh, je dirais, mission suborbitale, c'est-à-dire vous n'allez pas en orbite, vous montez, vous faites 5 minutes de microgravité et vous redescendez et puis vous vous posez avec un parachute. Donc ça existe déjà. Euh, ça se fait, et notamment Bezos le fait avec une petite fusée. Euh, il y a eu quelques touristes qui se comptent sur les doigts des deux mains, qui sont allés en orbite, soit côté Russie, mais surtout côté américain. En ce moment, il n'y en a plus beaucoup. Euh, et puis, vous avez aussi du tourisme qui consiste à envoyer des gens sur des ballons stratosphériques à 30 km d'altitude pour voir la rotondité de la Terre et se retrouver dans un milieu où le ciel est tout noir, un peu comme si on était dans l'espace. Donc ça, c'est du tourisme qui est, alors on peut le critiquer bien sûr, mais il faut reconnaître il y a un marché, il y a des clients, il y a des gens qui veulent payer. euh, et pour aller dans ces vols ballons stratosphériques, il faut quand même payer, je ne sais plus si c'est pas 30, 40 ou 50 000 dollars. C'est pas donné. Maintenant, si vous voulez aller dans l'espace et y passer une semaine, ça va vous coûter 1000 fois plus. On est plutôt dans la gamme 40 millions de dollars. Donc c'est quand même réservé à des happy few. Voilà, c'est un micro. Bah, pour le tourisme en orbite, à mon avis, c'est un micro-marché, mais les coûts sont tellement importants que ça peut justifier un business. On verra. Merci beaucoup. Il reste encore quelques questions. Dans quelle mesure l'utilisation de l'IA dans les missions spatiales est-elle envisageable? L'approche probabiliste de l'IA est-elle compatible avec les risques qu'elle comporte?
Oui, alors là effectivement, on ne va pas jouer. Non, je pense à l'IA pourrait être utile pour, quand vous êtes sur Mars, pour détecter des roches originales, par exemple. Donc, il y a pas de, c'est pas critique pour la vie des astronautes. Mais euh, euh, alors, Slim, par exemple, avait un système de reconnaissance d'images, d'analyse en temps réel des images pour un atterrissage ultra précis. Vous savez que Slim s'est posé euh, quasiment à une dizaine de mètres près. Donc, c'est assez étonnant. Et, et, euh, et- et c'est important, si vous voulez commencer à construire une infrastructure quelque part sur la Lune, il faut effectivement arriver à poser les engins à quelques dizaines de mètres près, parce que si vous avez posé à 5 km, les astronautes seront incapables d'aller chercher ce qu'il faut sur l'engin qui s'est posé trop loin. Donc il faut la précision, et là, il y a des logiciels de reconnaissance d'images. D'ailleurs, c'est ce qui s'utilise dans les missiles Raskayou, là, les Tomahawk. Donc, vous analysez, vous regardez en temps réel l'image qui est prise par la caméra et vous la comparez à l'image théorique qui, euh, qui doit être celle que vous devriez voir si vous êtes sur la bonne trajectoire. Et si vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire, ben, ça vous corrige la trajectoire pour avoir une bonne superposition. Sur la Lune, ce n'est pas exactement la même chose. Vous allez comparer les images avec des images embarquées et notamment le pattern des cratères, donc des petits ronds que vous avez sur l'image. Vous allez très rapidement l'identifier et c'est ça que vous allez comparer à l'image préenregistrée et qui vous dit où vous êtes au moment où vous avez pris l'image. Et ça fonctionne bien. Slim a très bien marché. Bon, simplement, il s'est posé un peu sur le flanc. Ça, c'est un autre problème. Mais du point de vue de la précision, ça a marché. C'est pas exactement de l'IA, mais je suis d'accord, on ne va pas utiliser de l'IA pour les sujets critiques. Merci. Pourquoi aucun astronaute ou spationaute n'a vu aucun ovni alors qu'on en voit sur Terre ou en avion? Alors, OVNI, c'est objet volant non identifié. Bon, OVNI, ça ne veut pas dire extraterrestre. Dans OVNI, il y a des tas de choses, des phénomènes qui peuvent être astrophysiques, qui peuvent être météorologiques et autres. Et notamment Vénus est une cause d'OVNI assez fréquente. Quand Vénus est au ras de l'horizon, les gens voient un phare dans la nuit et croient il y a un véhicule spatial qui leur fonce dessus. Euh, on voit, oui, il y a des gens qui voient des ovnis, et d'ailleurs au CNES, on a le GIPAN qui étudie ça pour ce qui est du territoire national, mais c'est quand même pas ultra fréquent. Il y a eu quelques ovnis dans le programme Apollo. Il y a des photos où on voit des choses bizarres. Alors, parfois on a des explications, parfois on n'en a pas, parfois c'est un reflet dans le hublot. Euh, il y a eu quelques cas de situations où on s'est posé des questions sur ce qu'on voyait, mais bon, on n'a jamais vu d'extraterrestres, bien sûr. Merci. Vous avez évoqué l'exploitation de l'eau ou des ressources lunaires. Quelles sont les limites juridiques à une exploitation des ressources lunaires, à la construction de bases sur le sol de la Lune ou sur celui de Mars? À qui appartiennent réellement ces territoires? Alors, c'est une question débattue par les juristes. Euh, le traité de l'espace de 67 dit qu'on n'a pas le droit de s'approprier un corps céleste. Et toute l'ambiguïté de cette phrase, c'est que les Américains disent, mais attendez, on ne s'approprie pas la Lune, on s'approprie quelques ressources de la Lune. Donc, ce n'est pas contradictoire avec le traité de l'espace. Alors, il y a un débat, il est juridique. Euh, Connaissant les Américains, c'est pas ça qui va les empêcher d'avancer. Donc, euh, s'ils veulent exploiter. Alors d'abord des ressources. Bon, l'eau c'est une ressource. Il ne s'agit pas de faire du business. On ne va pas ramener l'eau sur Terre et la vendre au coin de la rue. Hein, c'est pas ça l'objet. On va exploiter l'eau pour des missions habitées. Et donc cette eau ne reviendra jamais sur Terre. Mais si ça n'endommage pas la Lune et si ça ne détériore pas l'astre du point de vue notamment des scientifiques, des planétologues et aussi des astrophysiciens,
eh bien, les choses seront considérées comme acceptables. Si par contre on on modifie, par exemple, si on crée plein de poussière dans la Lune et que ces poussières se retrouvent, on crée une espèce d'atmosphère artificielle pleine de poussière sur la Lune en permanence, c'est un désastre et c'est pas du tout souhaitable. Donc il faut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Mais je doute que ça soit le cas, actuellement. Merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on va, terminer cette, ouais, conférence. Un auditeur souligne, avec humour: «Si le CNAM est dans la course,